Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Désolé pour ce petit retard qui vous a permis de nous rejoindre ce soir. Je suis Mathieu Van Dendrich, pharmacien et journaliste au Moniteur des pharmacies. Merci d'être si nombreux à nous suivre ce soir pour ce live d'une durée d'1 heure environ, qui est organisé par le Moniteur des pharmacies avec le soutien scientifique de Procter & Gamble Health France, entreprise experte dans le microbiote et l'immunité. Alors nous inaugurons ce soir une série de webinars qui s'adressent aux équipes officinales, pharmaciens, préparateurs et étudiants en pharmacie. Ce soir, nous allons explorer le lien entre le microbiote et l'immunité avec l'intervention du docteur Joël Doré, qui est microbiologiste, qui est directeur de recherche à l'INRA. L'INRA, c'est donc depuis janvier 2020 l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Docteur, vous êtes également un spécialiste du microbiote depuis une trentaine d'années. Bonsoir, merci d'être avec nous. Comment l'humain microbien parvient à renforcer son immunité? C'est la question à laquelle vous allez répondre ce soir en 3 temps. Tout d'abord avec un focus sur ce qu'est le microbiote intestinal et son implication dans l'immunité. Ensuite, nous verrons le phénomène de déséquilibre du microbiote intestinal, ce qu'on appelle la dysbiose microbiotique, et évidemment son impact sur les défenses immunitaires. Et puis, dans un 3e temps, nous verrons les solutions qui sont proposées par les équipes officinales au comptoir, des suppléments en nutriments, pour aider à renforcer la défense immunitaire. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est parti. Ma première question, docteur Doré, c'est qu'est-ce qu'un microbiote équilibré? Alors je vais d'abord commencer par dire que le microbiote est une partie intégrante de l'humain. L'humain est microbien, écosystème, symbiose, et chacun de nous interagit en permanence avec 50 000 milliards de bactéries, autant que l'on a de cellules humaines dans le corps humain. Et la science nous renseigne aujourd'hui sur la génétique de ces micro-organismes. Et on sait que, là aussi, chacun de nous est porteur de, en moyenne, 600 000 gènes microbiens et qui sont en face des 23 000 gènes de notre génome humain. Alors, ce que je peux ajouter à ça, c'est qu'on vient d'un environnement stérile au moment de la naissance. C'est-à-dire que le nouveau-né vient de cet environnement virtuellement stérile et puis rencontre le monde microbien au moment même de la naissance, et on va avoir un co-développement, une co-maturation du système immunitaire et du microbiote intestinal, qui vont conduire à une situation où le microbiote intestinal est reconnu par le système des défenses naturelles comme faisant partie du soi par l'immunité. Et cette reconnaissance est vraiment essentielle au maintien de la santé et du bien-être. Alors, je vais avancer un petit peu sur les planches que peut-être vous pouvez voir maintenant pour indiquer le fait qu'on a utilisé un outil assez particulier pour comprendre les rôles qu'exerce le microbiote intestinal et qui sont pertinents pour la santé, qui est la gnotobiologie, qui consiste à élever des animaux dans un environnement complètement stérile. Et donc, on dispose d'animaux sans germes pour faire ces travaux. D'accord. Alors là, c'est expérimental, mais est-ce qu'il existe dans la nature des animaux qui se développent sans relation avec les microbes? Très bonne question. Alors en fait, dans la nature, il n'y a pas d'organisme qui soit complètement dépourvu de micro-organismes. Même les plantes, en fait, ont leur propre microbiote. Et tous les mammifères, l'humain en fait partie, sont en interaction permanente avec un microbiote. Et ce que l'on peut faire grâce à l'outil de la gnotobiologie, c'est comparer donc ces animaux qu'on arrive à élever sans germes et des animaux qui sont qu'on appelle conventionnels, qui sont naturellement colonisés par leur microbiote intestinal. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça a permis de mettre en évidence, cette comparaison dont vous parlez à l'instant? Cette comparaison, en fait, elle nous a montré que une multitude de microbes qui sont présents en nous vont être actifs aux interfaces, d'une part avec l'aliment, d'autre part avec les autres micro-organismes, les microbes de l'environnement, et puis enfin avec les cellules, les tissus, les organes de l'organisme humain. À titre d'exemple, donc sur cette planche, je vais commencer par dire que le microbiote, c'est des bactéries, naturellement, mais aussi des archées, des eucaryotes, des virus,
des levures, et que tout ce complexe microbien est assez particulier. Chaque individu a son propre microbiote, un peu comme une empreinte digitale d'une certaine façon, même si on partage quelques espèces. C'est 300 espèces bactériennes par individu, en fait, dont Escherichia coli, qu'on connaît bien, et puis Bifidobacterium, Lactobacillus, qui sont presque plus connus par leur reconnaissance comme probiotiques. Et donc, les domaines d'interaction aux interfaces avec l'aliment, c'est la potentialisation de la dégradation des composants qui sont les fibres alimentaires, par exemple, et les polyphénols d'origine végétale, et qui, si le microbiote est absent, donc chez nos animaux sans germes, vont transiter intacts à travers l'intestin. Le microbiote va les remanier et va en tirer des bénéfices. Il va notamment fournir des petits acides gras et des vitamines à son hôte. Il va également détoxifier des composés d'origine alimentaire, par exemple, ou recirculer des composés vers la voie hépatique. La relation entre le microbiote et les bactéries de l'environnement est vraiment essentielle. On parle parfois d'exclusion compétitive ou de barrière antimicrobienne, et cette barrière va empêcher la prolifération des bactéries de l'environnement, celles qu'on ingère par exemple, et notamment nous protéger contre des infections alimentaires. Et puis enfin, l'interaction avec les cellules et les tissus de l'organisme humain est vraiment fondamentale. Elle intervient sur la promotion du développement ou du renouvellement des tissus au niveau local de l'intestin, mais également dans l'organisme. La stimulation et l'éducation du système immunitaire, c'est vraiment un domaine essentiel en fait. C'est ce qui permet le maintien de l'homéostasie, de l'équilibre immunitaire et de son aptitude à répondre en fait quand on a une agression. Et puis enfin, cette signalisation du microbiote vers l'hôte, elle va bien au-delà de l'intestin. Au final, le microbiote intestinal, notre écosystème intérieur, est composé d'une multitude de micro-organismes qui sont essentiels à son bon fonctionnement. La richesse du microbiote est fondamentale pour maintenir l'équilibre global et sa contribution à la santé. Alors, un petit zoom sur l'interface microbe-microbe pour montrer qu'ici, on a l'inoculation d'une souris sans germe avec un micro-organisme de l'intestin. Et on montre que la présence de ce micro-organisme va conduire à l'élimination, c'est la courbe bleue, d'un pathogène, ici un Clostridium perfringens, beaucoup plus rapide que le marqueur de transit en vert. Donc il y a vraiment une réaction active qu'on illustre aussi sur une boîte de pétri en montrant la zone d'inhibition du pathogène par le contenu intestinal des souris. Voilà, il y a une relation avec l'immunité, c'est vraiment au cœur de notre webinaire ce soir, un dialogue entre le microbe et les cellules humaines, et notamment les cellules immunitaires, que l'on peut illustrer par le fait que les micro-organismes de l'intestin envoient des signaux qui sont perçus par les cellules de l'immunité et qui vont maintenir l'équilibre de la réponse et éviter une réponse inflammatoire, en fait. Alors ça va au-delà de l'intestin, et notamment on a des éléments qui nous indiquent aujourd'hui que l'axe intestin-cerveau est un axe qui nous parle en termes de relation entre le microbe et l'hôte. Donc ça va jusqu'au cerveau en termes de signalisation, à travers différentes voies, à travers la voie nerveuse, mais aussi à travers la voie sanguine, par des petites molécules qui sont produites par les bactéries, par des molécules de l'immunité produites par les cellules immunitaires, et puis également par des cellules spécialisées de la paroi intestinale qui produisent des petits peptides qui vont jouer à la fois sur la perception de bien-être ou le contrôle de l'anxiété, mais aussi sur la perception de la satiété, par exemple. Et on sait aujourd'hui qu'un déséquilibre au niveau de l'intestin va potentiellement s'accompagner d'un déséquilibre au niveau des organes périphériques, dont le cerveau. Et donc, pour conclure un petit peu sur cette partie, nos microbiotes de base conditionneront un petit peu tout ce que nous sommes, et au moins en partie notre réponse au changement d'ingrédients alimentaires, par exemple, notre bien-être physiologique et psychologique, notre santé, notre réponse à certaines thérapies, certains traitements, et notre réponse au changement de l'alimentation ou du mode de vie. Une vie saine et heureuse commencera par une symbiose intestinale équilibrée et saine. Alors là, vous évoquez les effets bénéfiques des microbes. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de considérer que les microbes sont pathogènes, enfin qui sont... C'est vrai. On hérite d'une culture pasteurienne, en fait, oui. Et donc on sait que les microbes sont potentiellement des agresseurs. Ce que la science documente aujourd'hui, c'est cette réalité qu'il y a énormément de micro-organismes avec lesquels on interagit en permanence et qui sont bénéfiques au fonctionnement de l'organisme humain.
Et alors, quand le fonctionnement n'est plus là, nous allons voir tout de suite la dysbiose. Alors, docteur Doré, que se passe-t-il si la symbiose entre l'hôte et le microbe est altérée? Alors on parle de dysbiose et on a longtemps pensé dysbiose au sens altération du microbiote intestinal, au sens strict, on va dire. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que c'est la relation symbiotique entre le microbiote et l'hôte qui est altérée. Ça engendre une perte de diversité bactérienne, une augmentation potentielle des bactéries pathogènes, et puis aussi, ça s'accompagne d'une altération de la perméabilité intestinale, de la barrière intestinale, et d'un état inflammatoire. Alors, pourquoi on étudie ces aspects-là? En fait, on vit aujourd'hui une épidémie de maladies chroniques. Même si la Covid nous rappelle que l'infection est toujours là, en fait, on a cette situation où, à travers la deuxième moitié du siècle dernier, la médecine, ses progrès énormes, les antibiotiques, la vaccination, avaient permis d'améliorer le contrôle des maladies infectieuses. C'est ce qui est illustré ici. Toutes ces courbes descendantes sont des maladies infectieuses. Et puis, ce que l'on a observé dans le même temps, c'est une augmentation de l'incidence des maladies chroniques, une augmentation incontrôlée aujourd'hui depuis un peu plus de 60 ans. C'est vrai pour des maladies inflammatoires notamment. Et c'est encore vrai aujourd'hui, y compris pour des pathologies qui touchent le système nerveux. Et ce que l'on a pu documenter, c'est qu'on a affaire à une altération de la symbiose microbiote-hôte, avec à la fois une altération du microbiote, très souvent une perte de richesse du microbiote intestinal, dans un grand nombre de maladies qui sont citées ici, en fait, qui concernent le système nerveux, le système intestinal, le métabolisme et puis l'immunité au sens strict. Mais on a aussi une altération de la perméabilité intestinale, les deux engendrant de l'inflammation, l'inflammation engendrant un stress oxydatif, et on voit comment on peut avoir un cercle vicieux qui s'installe, ces différents paramètres, et notamment le microbiote et l'inflammation, étant vraiment co-régulés, on va dire, s'auto-activant l'un l'autre, en fait, en termes d'altération. Et donc, l'intégrité du microbiote et l'intégrité de la barrière mucosale sont vraiment liées. Et quand il y a dysbiose, il va y avoir inflammation. Alors, ça fait pour nous 4 leviers en termes de recherche et d'application médicale. 4 leviers qui peuvent être pertinents dans le diagnostic, dans la prédiction, dans la prévention et dans la thérapie, qui sont le microbiote, la perméabilité intestinale, l'inflammation et le stress oxydatif. Donc, pour agir sur une symbiose équilibrée, altérée, il faut mettre en œuvre ces 4 leviers, c'est bien ça? Alors, on peut effectivement, on est plus dans le domaine de l'innovation, mais on peut effectivement imaginer qu'agir seulement sur un levier à la fois sera se limiter finalement dans le potentiel d'action sur une symbiose altérée. Aujourd'hui, la nutrition s'intéresse principalement au microbiote. La médecine, en termes d'identification des symptômes, principalement à l'inflammation, c'est vrai aussi pour la majorité des médicaments appliqués à l'hôpital. On donne cette image d'un potentiel un peu renouvelé, en fait, en prenant en compte l'intégralité des leviers. D'accord. Justement, nous allons voir maintenant comment rétablir cet équilibre, comment le maintenir. Donc, comment maintenir une bonne relation avec son microbiote intestinal? Alors, c'est une vraie question, et vraiment importante, qui est importante pour les gens qui ont des troubles intestinaux par exemple, mais qui est aussi pertinente pour monsieur tout le monde finalement en termes de prévention. Et on va faire un zoom sur les probiotiques. Probiotiques qui sont par définition des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte. Alors les probiotiques, on les trouve... Où est-ce qu'on peut les trouver? Oui, on les trouve. Bien sûr, la question est assez évidente. On va les trouver dans l'aliment, mais pas seulement. Ils sont aussi aujourd'hui valorisés par l'industrie et proposés en parapharmacie à travers des compléments alimentaires assez divers en fait, et plus ou moins complexes dans leur formulation. Alors, certains sont bien connus. C'est le cas de quelques illustrations qui sont présentées ici pour des bactéries lactiques des genres Streptococcus, Lactobacillus, Lactococcus, et puis pour des bifidobactéries, du genre Bifidobacterium. Et on sait pour certains leur champ d'action, par exemple le maintien de la santé du tractus gastro-intestinal de façon assez globale, aide à la digestion du lactose, c'est un élément qui est très très bien documenté et qui est le fait d'un grand nombre de micro-organismes, notamment de bactéries lactiques.
prévention et réduction de la diarrhée liée aux antibiotiques ou aux infections virales, et puis renforcement de la barrière intestinale mucosale, un point ou un zoom sur cet aspect-là, et finalement il va pouvoir y avoir à la fois renforcement du mucus, renforcement des peptides antimicrobiens produits par nos cellules, certaines cellules spécialisées de l'humain, et puis modulation de la réactivité immunitaire, à la fois sur le volet anticorps et sur le volet cellulaire. Ce qu'illustre cette diapositive ici, c'est que finalement, les probiotiques vont pouvoir agir et soutenir le microbiote, puis agir directement par la stimulation de la production de mucus, par la stimulation du système immunitaire lui-même, par la stimulation des peptides antimicrobiens produits par des cellules au fond des cryptes intestinales, en fait, et par le renforcement de l'imperméabilité de la paroi intestinale. Des éléments qui sont une composante globale de ce qu'on appelle la barrière mucosale. Alors on peut aller un petit peu plus loin dans le détail. En fait, on a, à travers la littérature scientifique et les essais qui ont été réalisés, notamment des essais contrôlés randomisés, donc le haut de la qualité des essais pharmaceutiques positifs, et des méta-analyses qui rassemblent les résultats de plusieurs essais pour voir si effectivement on a une convergence, divers produits, et quelquefois mieux encore, un seul produit qui a été étudié de nombreuses fois, et qui nous montre que les probiotiques peuvent apporter des bénéfices dans des troubles digestifs associés aux antibiotiques, alors en termes de prévention ou en termes de traitement, et notamment contre l'infection à un pathogène qu'on appelle Clostridioides difficile, contre la diarrhée aiguë du nouveau-né, du nourrisson ou de l'adulte, contre le syndrome du côlon irritable ou les troubles fonctionnels intestinaux en général, et puis avec quelquefois des pistes nouvelles en émergence, encore assez peu étudiées aujourd'hui, comme des effets dans les maladies métaboliques. Donc c'est une aide au traitement des maladies métaboliques, obésité, diabète par exemple, et puis une réduction des besoins d'antibiotiques, notamment chez l'enfant. On a quelques données, mais peut-être encore assez peu, sur les modes d'action hypothétiques et possibles qui sont indiqués ici. D'accord, et tout ce que vous décrivez là, c'est seulement l'action des probiotiques ? Alors c'est le probiotique lui-même, mais effectivement, c'est une bonne remarque. En fait, il y a d'autres facteurs qui peuvent agir, et de nombreux facteurs peuvent renforcer l'immunité, soit directement, soit indirectement à travers le microbiote. On sait très bien que dans la construction de l'immunité, du potentiel immunitaire, eh bien, on a ce chaînage qui va de la cellule souche aux globules blancs, puis à leur prolifération et leur différenciation. Et dans cette mise en place de l'immunité adaptative et de l'immunité innée, interviennent des vitamines et des sels minéraux, des minéraux assez nombreux en fait, et qui vont pouvoir finalement combiner leurs effets avec potentiellement ce que vont apporter des probiotiques. Alors, les probiotiques peuvent aussi agir sur la biodisponibilité, donc sur l'efficacité des apports minéraux ou des apports vitaminiques. C'est le cas pour la vitamine D. On a un exemple ici, Lactobacillus reuteri, une souche NCMB 30-242, augmente la disponibilité. Le fer, la disponibilité en fer, son absorption est également modulée potentiellement par les probiotiques. La vitamine B1 et le calcium, le magnésium ou le phosphore ont des biodisponibilités qui sont modulées par les probiotiques. On a un essai que je vais utiliser comme exemple, c'est la publication de De Vries en 2005, un travail qui a porté sur un très grand nombre de volontaires, en fait 122 volontaires sains adultes, dans un essai contrôlé randomisé double aveugle, donc encore une fois la qualité maximale en termes d'essais pharmaceutiques, et ces gens recevaient soit un mix minéral et vitamines, soit le mix minéral et vitamines plus des probiotiques. Lactobacillus gasseri PA16-8, je donne les souches parce que les souches sont importantes. C'est vraiment la souche qui compte et on ne peut pas extrapoler d'une souche à l'autre. Et il y avait deux bifidobactéries, Bifidobacterium longum SP073 et Bifidobacterium bifidum MF25. Et ce qui a été observé dans ce travail, c'est que la prise de probiotiques associée à vitamines et minéraux pendant au moins 3 mois raccourcit ou réduit le temps des symptômes de rhume de 2 jours, c'est hautement significatif, et puis également augmente le potentiel du système immunitaire à gérer ces symptômes, et notamment, ce qui est montré ici, c'est une augmentation de 4 fois du nombre de lymphocytes T circulant. D'accord, alors là ce sont des informations qui sont intéressantes pour des officinaux, pour des équipes officinales.
Et c'est vrai que, alors, les probiotiques, ça fait un moment qu'on en parle, mais là, c'est vrai que ce webinaire aussi contribue à une meilleure connaissance de ce sujet. Mais j'entends dire parfois qu'il y a des prescripteurs, des médecins donc, qui ne sont pas forcément convaincus par l'intérêt des probiotiques, et même aussi qui mettent en doute vraiment l'intérêt du microbiote à proprement parler. Est-ce que cette matière, elle est enseignée est-ce qu'elle est suffisamment enseignée dans les facultés de médecine, de pharmacie Je vais donner mon point de vue du microbiologiste, en fait. Je suis un peu l'avocat des microbes, en l'occurrence, mais j'ai envie de dire non. Non, elle n'est pas assez enseignée. Aujourd'hui, il y a un vrai besoin. On est dans cette situation assez unique où la science évolue très vite, la connaissance scientifique évolue très vite, et un petit peu plus vite que ne peuvent s'adapter les programmes de formation, et des médecins, et je pense des pharmaciens aussi. Et donc, ces étudiants ont souvent seulement quelques heures dans leur cursus qui leur parlent du microbiote dans son ensemble et du potentiel d'utilisation des probiotiques comme un levier d'action, par exemple. Donc, malheureusement, non. Ce que je peux dire, c'est que le médecin, dans son attitude, en fait, est dans un contexte où bien, il va se baser sur l'évidence scientifique et sur l'évidence scientifique reprise par les sociétés savantes. Donc la plupart du temps, son souci, ça va être de respecter les choix des patients et en même temps de maintenir toutes ces prescriptions dans une sécurité d'utilisation, bien sûr, et puis de s'appuyer sur les recommandations pour la prise en charge clinique fournies par les sociétés savantes, comme l'Organisation mondiale de gastroentérologie, par exemple, et qui prennent en considération la connaissance scientifique du moment et le niveau de preuve fourni pour chacune des souches de probiotiques concernées. Le médecin va savoir ou avoir besoin de connaître les plus efficaces et puis privilégier les informations sur l'efficacité à celles qui vont plutôt porter sur la conformation ou la dose du produit. Et puis on peut aller un petit peu plus loin en fait. On a évoqué les leviers microbiote et les leviers de l'hôte, la perméabilité, l'inflammation, le stress oxydant. Et en fait, si on se projette un petit peu, on peut se donner une vision globale, une vision holistique, avec un bénéfice potentiel d'approches qui seront combinatoires et innovantes. Donc j'utilise le futur parce qu'on se projette effectivement dans le futur. Ce qui est important de mentionner, c'est que finalement sur ces leviers, la faible richesse du microbiote, la perméabilité intestinale, l'inflammation, le stress oxydatif, on a à disposition des composés qui sont aujourd'hui disponibles en officine en fait, pour prescription et qui vont permettre d'agir sur l'ensemble des leviers. Et donc on voit bien que sur ce schéma, des compléments alimentaires, des probiotiques, des prébiotiques, des acides aminés dans certains cas, des petites molécules vont pouvoir agir et potentiellement combiner leurs effets. Donc je vais utiliser un exemple pour illustrer ça. C'est un travail qu'on a fait récemment, une étude qui a porté sur un modèle souris qui est le modèle souris utilisé pour le développement des antidépresseurs. Et donc on a ici utilisé une combinaison d'actifs qui vont agir sur les 4 leviers de la rupture ou de l'altération de la symbiose avec un acide aminé, un micronutriment et un probiotique dans un modèle de dépression, donc chez la souris. Et on a montré que cette combinaison atténue les symptômes d'anxiété et de dépression aussi efficacement qu'un antidépresseur contrôle, en l'occurrence la clomipramine, qui est un antidépresseur tricyclique parentéral. Et donc on a effectivement cette possibilité d'agir à travers une vision globale, en fait, holistique du système. Et donc voilà ce que je peux dire en conclusion. Les messages que je souhaite avoir fait passer, c'est que nous, humains, sommes microbiens, écosystème, symbiose. Les tissus et organes de l'hôte humain interagissent avec le microbiome, avec des bénéfices mutuels, donc vraiment caractéristiques d'une symbiose, et une altération de la symbiose hôte-microbe entraînera la perte de fonctions, des fonctions essentiellement de protection, et ça aura des implications pour l'avenir de la surveillance, de la nutrition préventive, de la gestion thérapeutique de l'humain microbien. C'est un domaine qui va probablement évoluer beaucoup dans les 5 années qui viennent. Donc les leviers d'action pour préserver la symbiose, et notamment la relation microbiote-immunité, sont par exemple, et on l'a vu, les vitamines, les minéraux, les probiotiques qui peuvent combiner leurs effets pour agir à divers niveaux, et notamment sur le microbiote et sur l'immunité.
Donc concrètement, moi ce que je retiens, est-ce que le message aussi à faire passer aux équipes finales, c'est qu'on peut associer bénéfiquement les probiotiques et les vitamines, les minéraux. C'est bien ça, hein? Tout à fait, tout à fait. Et que finalement, les différents éléments de cette combinaison vont pouvoir travailler en synergie les uns avec les autres. D'accord, très bien. Merci à vous, docteur. Nous allons maintenant passer à une série de questions. On avait prévu du temps pour ça parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées en amont du webinaire. Donc, nous allons passer à une série de questions. Et la toute première, c'est vrai, elle concerne l'actualité. Enfin, une actualité qui dure depuis un an maintenant. C'est quelle est l'importance des probiotiques dans la lutte contre les maladies respiratoires, dont la Covid? Alors, j'ai envie de dire pour commencer qu'on sait qu'il y a un microbiote respiratoire et on commence à l'étudier depuis pas très longtemps. Et par contre, cette question-là est vraiment très très pertinente en relation bien sûr avec la Covid, en relation aussi avec les allergies respiratoires, avec l'asthme. On a des données assez intéressantes sur probiotiques administrés en périnatal par exemple à des nouveau-nés et qui montrent qu'on a une protection contre les allergies cutanées. Et puis cette étude-là a été prolongée assez longtemps pour montrer qu'on a effectivement, au-delà des protections précoces d'allergies cutanées, contre les allergies alimentaires et respiratoires. Ce qui nous intéresse dans la Covid, c'est le fait qu'on a une maladie qui a des formes assez variées, avec des formes asymptomatiques. Donc le patient finalement ne sait même pas qu'il est malade et ne le perçoit pas sauf à se tester. Et puis des formes qui sont plus ou moins sévères avec des formes très sévères. Et on sait aujourd'hui que les formes les plus sévères s'expriment chez ce qu'on a appelé des patients à risque en fait, ou des sujets à risque, et notamment diabétiques, obèses ou des personnes âgées. Et dans ces contextes-là, en fait, on sait qu'on a une inflammation de bas grade ou une inflammation sévère quelquefois, qui est installée. Et donc potentiellement, on a typiquement une altération de la symbiose et on est dans un contexte où agir sur le levier microbiote ou agir sur le levier immunité à travers des probiotiques permettrait potentiellement d'avoir des bénéfices en termes de prévention des formes sévères. C'est un domaine qui est encore étudié aujourd'hui. Quelques travaux qui sont publiés maintenant. Il y a beaucoup de travaux en cours sur ce domaine-là qui vont nous renseigner sur ce potentiel levier. Mais peut-être pas encore tout à fait abouti. Hein, c'est bien on ne ça, peut hein. pas vraiment, la robustesse des données n'est pas encore là pour qu'on puisse donner des certitudes. Alors, j'ai une question aussi qui est très comptoir, comme on dit, qui est, pour renforcer le système immunitaire, quelle sera la durée de traitement à prendre ? Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, j'aurais dû commencer par dire que je ne suis pas médecin, je suis microbiologiste, mais cela dit, donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que les études scientifiques portent souvent sur des durées d'administration qui vont au-delà de 15 jours, la plupart du temps un mois, et quelques études portent sur des administrations longues. On a vu le travail de De Vries qui propose 3 mois d'administration. Mon message, c'est qu'il est pertinent de ne pas espérer avoir un résultat avant un mois en fait, et idéalement, on peut effectivement concevoir qu'une administration de 3 mois est probablement un bon moment pour vérifier qu'on a bien les effets. J'ai un point à rajouter à ça. On a fait un travail, donc qui est un début, c'est une publication unique pour l'instant, qui a montré que suivant le microbiote de l'individu au départ, sur un modèle animal en l'occurrence, on peut avoir une réponse qui est variée en fait. Et tous les individus potentiellement ne vont pas répondre de la même façon à la même prise de probiotiques. Et donc on peut penser que ça veut dire qu'il faut faire un essai. On a des symptômes, on souhaite s'en débarrasser, on va tester un probiotique pendant une période, donc, et la durée est un mois minimum, et ensuite voir si on a un effet. Si on n'a pas d'effet, c'est peut-être simplement que notre microbiote intestinal est assez peu permissif à ce probiotique en particulier. Donc ça mérite d'être exploré, y compris finalement en termes de recommandations pour des personnes qui souffrent de symptômes intestinaux assez bénins. D'accord, donc il y a une phase de test incompressible d'un mois pour tout le monde, en fait, pour être certain de... Je pense que la durée minimale, c'est effectivement un mois. Et si ça marche bien, à ce moment-là, on peut concevoir de faire des cures de 3 mois. D'accord, très bien. Et alors, pour l'efficacité, on nous demande quelle est la dose minimale de bactéries qu'une gélule doit renfermer. Oui, c'est une question assez difficile. La plupart du temps, les bactéries qui sont utilisées ou les levures d'ailleurs, sont bien testées pour leur aptitude
à résister au transit au début en fait, de l'exposition au suc gastrique, donc à l'estomac, et puis aux selles biliaires du duodénum. Et donc elles vont survivre assez bien et transiter dans l'intestin. S'implantent pas, elles vont transiter, mais par contre elles sont actives pendant le transit. Les doses qui sont couramment utilisées sont de l'ordre du milliard ou de 10 milliards en fait, par dose ou par jour. Ça revient à peu près au même. Et donc dans ce contexte-là, je pense que c'est ce qu'on va s'attendre à trouver dans les produits qui sont proposés le plus couramment. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a un moment opportun pour prendre les probiotiques dans la journée, un moment opportun pour les conseiller? Alors, je ne connais pas d'étude qui ait vraiment comparé l'effet d'une prise, comme c'est très souvent conseillé, avant le petit déjeuner, en fait, le matin au réveil, avec un grand verre d'eau, parce qu'effectivement, le probiotique administré à ce moment-là va pouvoir finalement bénéficier de son arrivée dans l'intestin un peu en premier, on va dire, avant l'arrivée des autres aliments. Mais il n'y a pas d'étude qui ait vraiment comparé ça de façon très, très fouillée. D'accord. Alors là, je vois qu'il y a des questions qui nous arrivent via le chat. J'avais une question qui concerne les immunodéprimés. Est-ce qu'on peut proposer des probiotiques à des immunodéprimés? Est-ce que c'est un intérêt pour eux ou au contraire, ça pose un problème? En fait, je ne pense pas que probiotique soit à considérer comme un traitement de l'immunodépression en tant que telle. Par contre, quand il y a immunodépression, il peut y avoir associé tout un tas de symptomatologies qui sont liées à ce statut d'immunodépression. Et à ce moment-là, il me semble tout à fait pertinent et je ne vois pas de contre-indication au sens de risque à utiliser les bactéries lactiques, par exemple, qui sont classiquement utilisées dans les probiotiques. En fait, on a très, très peu d'exemples où il y a des problèmes qui ont été rapportés. Donc voilà, a priori, c'est pas le problème de safety ne va pas être un problème. Encore une fois, il vaudrait mieux s'adresser aux médecins qu'aux microbiologistes que je suis. Mais voilà, je pense que de mon point de vue, ça peut être pertinent pour gérer des symptômes accessoires ou secondaires. D'accord. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la prise de probiotiques? Alors, il y a quelques rares contre-indications, peut-être, si on veut citer l'utilisation de probiotiques qui étaient, parfois en termes de formulation, en sachet, utilisés auprès de patients qui ont des cathéters, par exemple. Oui. Le cathéter est une porte d'entrée, donc on ne veut surtout pas utiliser des probiotiques en sachet auprès de patients qui ont des cathéters. C'est le seul exemple que je connaisse personnellement. Il y a peut-être dans des formes très sévères de maladie, ce ne serait pas pertinent. Effectivement, s'il y a un intestin qui est très très dévasté, à ce moment-là, c'est potentiellement une porte d'entrée qu'on n'a pas envie de traiter. Mais sinon, dans la grande majorité des cas, et en tout cas pour les utilisations en termes de prévention, il n'y a pas de contre-indication du tout. D'accord. Alors une question un peu plus générale, mais qui a été posée à plusieurs reprises, c'est la question des antibiotiques. Est-ce qu'on peut prendre des probiotiques avec des antibiotiques? À quel moment? Avant? Après? Enfin... Oui, c'est une très très bonne question. Quand j'étais enfant, le médecin prescrivait l'antibiotique et des probiotiques de façon systématique associée en fait. C'était l'ultralure par exemple. Et on a oublié ça peut-être. Et je pense que c'est un petit peu dommage parce que souvent on prend un antibiotique qui va avoir des effets sur le microbiote intestinal. Même si la motivation de la prescription est liée à une maladie, des symptômes oropharyngés, il va y avoir un résidu d'antibiotique qui arrive au niveau de l'intestin et qui perturbe sérieusement le microbiote intestinal. Donc on veut pouvoir faire en sorte que le microbiote intestinal soit à la fois plus résistant, donc moins altéré, et plus résilient, c'est-à-dire capable de retrouver son état d'équilibre initial beaucoup plus rapidement. Et donc les probiotiques ont vraiment leur place dans ce contexte-là, et ça fait partie des domaines que j'ai cités et qui sont bien documentés dans la littérature scientifique. D'accord. Et donc, quelles sont les souches à privilégier? Parce qu'il est vrai qu'il y en a qui sont vraiment là, éprouvées pour le coup. C'est compliqué de donner des souches comme ça, de lister les souches. Ce que je peux faire, c'est me référer au site web de l'Association mondiale de gastroentérologie qui nous parle de deux probiotiques en fait, Saccharomyces boulardii et Lactobacillus rhamnosus GG, qui sont effectivement, eux, bien documentés dans la littérature pour ces effets-là, en association au traitement antibiotique. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres probiotiques qui pourraient potentiellement avoir des effets bénéfiques. Et puis, peut-être que par extension, on devrait dire que les micro-organismes qui sont les micro-organismes des produits, des aliments fermentés, finalement,
sont potentiellement probiotiques. Ils n'ont pas les études scientifiques qui permettent de l'avérer, mais je pense qu'avoir une alimentation riche et diversifiée, et notamment apportée par l'alimentation des micro-organismes qui sont ceux de la fermentation, peut être intéressant aussi. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire, une question de Nathalie ce soir. Certains yaourts sont-ils vraiment des apports de probiotiques? Alors, probiotiques au sens où je l'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire bactéries ou micro-organismes vivants qui, lorsqu'il est apporté en concentration suffisante, vont exercer des effets bénéfiques pour l'hôte, bien, j'ai envie de dire oui, même si depuis 2006, en fait, la réglementation est passée des différents pays européens qui géraient ça chacun à leur façon vers l'Europe, et c'est l'Agence européenne de la sécurité et de la santé alimentaire qui gère ces aspects-là. Et donc depuis 2006, on n'a pas eu d'autorisation d'allégation santé pour des probiotiques alimentaires nouvelles, en fait, quoi. On avait un petit peu remis les compteurs à zéro, et les compteurs sont restés à zéro malheureusement, puisque l'Agence française de santé et sécurité des aliments avait validé des effets bénéfiques de probiotiques alimentaires. Bien, voilà, ça a été confié à l'Europe, et pour l'instant, on n'a plus ça. Donc ça veut dire que chacun est un peu livré à lui-même pour montrer si il a effectivement les effets bénéfiques qui avaient été auparavant documentés. D'accord. Alors pour ne pas être livré à soi-même, est-ce qu'il existe un guide, un référentiel d'utilisation des souches Alors, sont les troubles à traiter, quelque chose qui les classifie? Pas en Europe, mais les États-Unis et le Canada ont effectivement des répertoires qui explicitent en fait les différentes souches disponibles. Alors, c'est des marchés beaucoup plus libres, j'ai envie de dire, ou en tout cas il y a beaucoup plus de souches disponibles au Canada et aux États-Unis qu'on en a en France. Mais ce que je peux proposer, en fait, c'est de confier à nos collègues de Procter & Gamble Health France de communiquer les sites internet correspondants, puisque ça peut être intéressant effectivement de se référer au site internet pour avoir tout ce référençage, en fait. D'accord. Alors j'ai une question qui revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On a évoqué la dysbiose. Est-ce qu'il y a des signes cliniques courants de la dysbiose? Alors ça, c'est une question compliquée. Signes cliniques, on parle de symptômes, en fait, hein. Ouais. Et donc, vous et moi, on peut avoir des symptômes intestinaux, transit intestinal altéré. Et dans ces contextes-là, on peut penser effectivement qu'il y a une relation avec la symbiose dont on a parlé, avec une altération potentiellement concomitante et du microbiote intestinal et des paramètres de l'hôte. Si on pense dysbiose au sens altération du microbiote sensu stricto, il n'y a pas de lien direct entre une symptomatologie et cette détérioration. Par contre, ce que la science a documenté en étudiant le microbiote d'un grand nombre de patients dans un grand nombre de maladies chroniques, en fait, hein, c'est qu'une des grandes constantes que l'on observe en analysant le microbiote intestinal, c'est dans les pathologies une perte de richesse. Je parle de richesse, donc c'est à la fois la complexité d'espèces, en fait, du microbiote intestinal, donc on est en moyenne à 300 espèces par individu, ben voilà, ça peut diminuer de moitié. Et une perte de gènes, puisqu'on utilise aujourd'hui la mesure du nombre de gènes, le compte en gènes, comme un indicateur. Et donc, effectivement, ce paramètre-là pourrait être un paramètre intéressant pour le praticien. Alors aujourd'hui, il n'est pas vraiment disponible, en fait, hein, donc du coup, il n'est pas encore dans l'usage médical. Mais mon pari est que dans les 5 ans qui viennent, les choses vont changer et qu'effectivement, le praticien, le pharmacien, le médecin, dans sa pratique, le généraliste même, va pouvoir effectivement prescrire et obtenir ces mesures d'indicateurs de l'état du microbiote intestinal et potentiellement de l'état de la symbiose. D'accord. Une question assez pointue sur le syndrome de l'intestin irritable. Comment rééquilibrer le microbiote d'une personne avec le syndrome de l'intestin irritable pour renforcer son immunité? Alors c'est compliqué. Le syndrome de l'intestin irritable, ça revêt ou ça recouvre un grand nombre de symptômes, en fait, hein. C'est plus un syndrome. Il peut y avoir des manifestations qui sont de type constipation, de type diarrhée, donc des affections du transit qui peuvent être opposées, ou alors flatulence, ballonnement et douleur abdominale. Et donc c'est vraiment des contextes différents. Et donc ce que l'on voit dans la littérature scientifique, c'est que des souches probiotiques, par exemple, qui vont être intéressantes dans le contexte de la constipation, vont être intéressantes dans ce contexte particulier, mais ne seront pas nécessairement intéressantes pour gérer de la douleur intestinale, par exemple, des symptômes de douleur.
Donc c'est vraiment dépendant de ce qu'on a en face de soi comme symptôme de l'intestin irritable. C'est vraiment différent d'un cas à l'autre. Et la littérature scientifique renseigne certaines souches qui sont effectivement intéressantes, plutôt pour le ballonnement, plutôt pour la constipation. Donc voilà, c'est difficile de généraliser de toute façon. D'accord. Alors j'ai une question simple et très pratico-pratique, comme on dit, pour les pharmaciens et les préparateurs au comptoir. Est-ce qu'il faut conserver au réfrigérateur les probiotiques comme c'est recommandé parfois? Je pense qu'en pharmacie, la plupart du temps, les praticiens ont des souches qui sont lyophilisées, encapsulées et qui sont stables. Donc je pense que leur date de péremption est lointaine. C'est après la lyophilisation stable des mois et des mois à température ambiante. Donc il n'y a pas d'exigence en la matière. C'est plutôt pour les probiotiques alimentaires, ceux qui sont dans les produits fermentés, laitiers ou produits végétaux fermentés, on en voit de plus en plus, qui eux doivent être conservés au froid pour maintenir la viabilité des microbes vivants. D'accord. Alors j'ai encore une question de Nathalie qui est très intéressante et qui fait écho à pas mal de publications grand public qui ont paru sur le sujet du microbiote. Est-ce que l'intestin serait notre deuxième cerveau? Quels sont les effets sur la sphère mentale des probiotiques ou des probiotiques en fait? Voilà. Alors, bon, j'ai évoqué un petit peu le fait qu'il y a effectivement cet axe intestin-cerveau et le fait que le microbiote peut envoyer des signaux, soit par ces petites molécules qui vont directement par la voie sanguine jusqu'au cerveau et qui peuvent être efficaces. C'est le GABA, par exemple, qui est un précurseur de la sérotonine, qui est produit au niveau intestinal, ou alors à travers d'autres voies qui passent par les cellules de l'immunité, par des cellules spécialisées de la paroi intestinale. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que quand les choses se dérèglent au niveau intestinal, on va avoir le cercle vicieux dont j'ai parlé, on va avoir perméabilité intestinale, on va avoir inflammation, stress oxydant, et les signaux de l'inflammation et du stress oxydant sont véhiculés par le sang dans tout l'organisme et au niveau du cerveau vont entraîner une altération de ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc un passage accru de petites molécules du sang vers le cerveau et ça va générer une micro-inflammation au niveau du cerveau. On pense aujourd'hui que c'est un des éléments vraiment clés dans la genèse soit de troubles anxieux, de troubles dépressifs, ou même dans certaines affections telles que l'autisme ou la schizophrénie. Et donc il y a un lien fort avec le microbiote et donc potentiellement un levier d'action via le microbiote ou via des probiotiques. On a des collègues irlandais qui travaillent beaucoup sur le sujet et qui ont conçu le terme de psychobiotique en pensant l'apport de micro-organismes qui vont être là spécifiquement pour leur contribution à un bien-être au niveau du cerveau ou en tout cas coordonné par le cerveau. L'exemple que j'ai donné sur la dépression est un exemple en modèle souris où on agit par un polyphénol, la curcumine en fait, un acide aminé, la glutamine et un probiotique. Et cette petite combinaison, elle fait aussi bien qu'un antidépresseur en fait, sur le comportement sur un modèle animal. Et l'espoir aujourd'hui est qu'on puisse effectivement aller chez l'homme pour voir si dans la dépression qui concerne énormément de gens, on pourrait avoir effectivement une démarche qui ne passe pas par une molécule avec des effets secondaires importants. Et là, où en est-on de la recherche, ou en tout cas du dans travail? Ces domaines-là, ouais, c'est très variable. Je vais continuer donc sur le domaine de la neuropsychiatrie, on va dire. C'est très variable d'une maladie à l'autre. Donc, ce que la recherche fait au début, c'est d'essayer de voir si le microbiote est différent chez les malades par rapport au sujet sain. Et donc, on a documenté ça dans la schizophrénie, dans les troubles bipolaires, dans l'autisme, par exemple. Et puis, ensuite, ce que fait la recherche, c'est essayer de voir si quand on transfère le microbiote d'un patient vers un animal, par exemple, élevé sans germe, on reproduit une symbiose qui va conduire à des symptômes analogues de la maladie. On n'a pas fait ça dans la schizophrénie ou dans les troubles bipolaires, on l'a fait dans l'autisme, par exemple. Et on a effectivement des publications qui nous montrent que si on transfère le microbiote de sujets autistes vers des animaux sans germes, et puis même qu'on regarde à la deuxième génération, eh bien on a un comportement altéré, on a un microbiote altéré, on a une inflammation chez ces animaux, et on a même une perte de certains métabolites qui, quand on les réadministre à un modèle
d'autisme en souris sont capables de restaurer la condition normale en fait. Et puis, on est allé encore plus loin. L'ultime qu'on fait en recherche, c'est, ou même en thérapeutique, c'est de transférer le microbiote intestinal d'un individu sain vers un malade. Et c'est ce qu'on appelle le transfert de microbiote en fait, ou le transfert fécal. Et dans ce cas-là, ça a été fait dans l'autisme, une première étude qui a porté sur 18 enfants autistes qui ont reçu le microbiote intestinal de sujets sains. Et c'est une étude assez impressionnante dans la mesure où, partant de 80% d'enfants autistes sévères, elle aboutit 2 ans après à 20% d'enfants autistes sévères et 40% d'enfants qui sont sortis du spectre de l'autisme. Et donc on a un contexte où on démontre finalement que la symbiose est vraiment au cœur de cette symptomatologie. Et alors ces enfants-là avaient été choisis parce qu'ils avaient des symptômes intestinaux, pour résoudre les symptômes intestinaux, mais le travail a montré que non seulement on résout les symptômes intestinaux, mais en plus, ce faisant, on va agir sur l'axe intestin-cerveau et sur les symptômes de la maladie. D'accord, très bien. Alors, pour en revenir à notre sujet qui est donc le microbiote et l'immunité, je voulais vous demander, est-ce qu'en fonction de l'âge, il y a différents types de... Alors, ça peut s'appliquer peut-être pour tout type de pathologies qui sont visées par les probiotiques, mais est-ce qu'en fonction de l'âge, il y a des souches plus ou moins recommandées Alors, ce que le réglementaire aurait envie de dire, je pense, c'est qu'on va pouvoir faire une allégation sur les bénéfices qu'apporte une souche, pour autant qu'elle ait été testée dans le contexte où on va vouloir prescrire son utilisation. Et donc, tout dépend de la science qu'il y a derrière, en fait. Et donc, certaines souches ont été testées plus particulièrement pour des enfants. Je parlais tout à l'heure de l'administration de probiotiques dans la période périnatale. Donc, c'était même une étude qui a montré qu'on administre à la mère dans les 15 jours qui précèdent la naissance, puis ensuite au nouveau-né à travers l'alimentation pendant les quelques semaines qui suivent la naissance. Et on a un bénéfice très très net sur la dermatite atopique. Dans ce contexte-là, c'est vraiment une cible très très pointue en fait, en termes d'âge. Et on ne va pas extrapoler du tout, je pense. La logique, c'est que ce soit testé sur la population à laquelle on a envie de s'adresser, en termes de santé ou de pathologie, ou en termes d'âge, de la même façon. D'accord. Finalement, l'avancée, en tout cas le fait de prendre des probiotiques, concrètement, au bout de 3 mois, dans le cas de l'immunité, comment est-ce qu'on constate les effets finalement Là où on va avoir des effets le plus simple à mettre en évidence, c'est effectivement dans le contexte de la symptomatologie intestinale. Alors, ça peut être aussi assez net, assez fort et assez rapide pour des manifestations cutanées, par exemple. Oui. Partout où l'inflammation va jouer, en fait, et donc ça peut être une dermatite, ça peut être des troubles inflammatoires articulaires, par exemple, eh bien, si les bénéfices doivent être là, on va les voir en 1 à 3 mois, et ça va se manifester par la diminution des symptômes. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va guérir des pathologies qui sont aujourd'hui inflammatoires et reconnues comme incurables, en fait. Donc on n'est pas sur ce terrain-là, mais on est sur une diminution des symptômes. Et dans certains cas, voilà, le patient va vraiment ressentir les bénéfices. Je l'ai évoqué un petit peu, le microbiote intestinal en basal, en fait, de l'individu, potentiellement va pouvoir agir. Et il va pouvoir agir en accompagnant ou en inhibant l'effet potentiel d'un probiotique. Et donc, si on n'a pas d'effet, c'est peut-être que le microbiote de l'individu n'est pas permissif par rapport aux probiotiques testés. D'accord. Et dans le cas de l'immunité, ça peut se... Alors, on peut voir quand même... Alors, on peut voir, bien sûr. Si on est en situation de recherche, on va pouvoir effectivement analyser des choses assez fines. Ce que peuvent faire assez facilement donc, les praticiens, c'est une numération formule sanguine et une analyse de la CRP, par exemple, et donc avoir une mesure du statut inflammatoire. Donc là, c'est si effectivement on part d'un statut inflammatoire altéré et on va pouvoir voir des effets. On a des travaux qui ont montré effectivement que l'on peut corriger, notamment sur des travaux qui ont porté sur des patients en surpoids ou obèses,
à travers la nutrition, finalement, un bénéfice à la fois sur le microbiote, j'ai évoqué la richesse du microbiote, et sur des paramètres d'inflammation, par exemple. Donc, ils sont ceux qu'on peut mesurer classiquement en laboratoire d'analyse. Et puis sinon, bien sûr, en recherche, on va explorer de façon fine la composition des cellules sanguines de l'immunité, des lymphocytes. Donc là, on va pouvoir voir très finement quelles sont les populations lymphocytaires qui sont stimulées et potentiellement s'intéresser à la stimulation des lymphocytes T régulateurs, par exemple, qui sont une marque assez nette de l'homéostasie immunitaire. Alors, il y a aussi une question pour ce qui concerne l'immunité. Alors, je pense qu'au comptoir, c'est difficile de faire un conseil là-dessus, mais dans le cas de maladies auto-immunes, c'est vrai que ça relève de la prescription. Un lupus, par exemple. Est-ce qu'on peut associer avantageusement, mais voilà, il faut un certain je pense en fait que ça relève vraiment de la médecine, oui. en fait, et que ce que l'on peut espérer faire dans des contextes comme celui-ci, c'est accompagner la prise en charge médicale standard du moment d'une démarche où les probiotiques ou les compléments alimentaires finalement vont être là pour simplement essayer de gérer le mieux possible les différents paramètres de la symbiose. Donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure, dans le contexte des essais par exemple qu'on mène dans la dépression en modèle animal, on pourrait imaginer appliquer le même principe à une démarche de prévention ou d'accompagnement de la thérapie standard. D'accord, très bien. Je vous remercie, docteur. On pourrait vous poser beaucoup de questions. D'ailleurs, il y en a d'autres. Merci beaucoup de toutes ces questions. Mais merci parce que vous savez parfaitement répondre à toutes. On a eu aussi des questions, mais ça pourrait être l'objet d'autres lives. En tout cas, merci à vous pour votre écoute, pour vos questions. Et puis, je vous demanderai, si vous voulez bien, de remplir un questionnaire de satisfaction à l'issue de cette présentation. Il faut allez un peu plus bas sur l'écran, vous trouverez le bouton « Répondre au questionnaire de satisfaction ». Et puis, n'hésitez pas aussi à faire des propositions de sujets. Ça pourrait être vraiment l'objet de prochains webinaires. En tout cas, merci à tous et très bonne soirée à vous. Merci, docteur. Merci, Mathieu.